Ce dimanche en Formule 1, les décisions de la FIA causent des polémiques quant aux limites de piste, en donnant des instructions contradictoires et aussi fluctuantes que la stabilité du train arrière de la Haas, des décisions causant des débats, des scandales et des conspirations, du jamais vu dans l'histoire de la Formule 1 depuis fin 2020 à peu près. En revanche, une lutte pour la victoire du début jusque dans les tout derniers tours, ça remonte un petit peu plus longtemps, et nombreux sont ceux qui prédisent déjà une intense lutte mondiale entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Ouais, non, pas moi par contre. Non, moi je suis pas assez optimiste pour y croire. Même en fait, c'est ce même pessimisme qui m'a permis de grandement apprécier ce Grand Prix de Bahreïn 2020. Qui aurait pu prédire qu'un podium constitué de Hamilton, Verstappen et Bottas allait être synonyme d'une course aussi riche en action à tous les niveaux du peloton. Pas moi, oui, parce que comme je l'ai dit, je suis pessimiste. Cependant, je préfère quand même éradiquer la question pour de bon, avant de commencer, concernant les questions des limites de piste, enfin, jusqu'à ce qu'on en reparle au prochain Grand Prix. Déjà, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que c'est géré n'importe comment, avec un manque de clarté aberrant. Cela dit, incompétence et favoritisme envers tel ou tel pilote ne sont pas forcément synonymes, car pour tout autant que j'aimerais avoir le privilège de m'immiscer dans les réunions de la FIA pour essayer de rationaliser leur bouillie réglementaire à ce sujet, je suis pas encore assez pessimiste ou encore trop naïf pour croire à une quelconque forme de corruption concernant les sanctions qu'ils appliquent. Parce que si je m'en réfère aux experts de Facebook, Instagram et Twitter, tout ça, le chouchou de la FIA, il change environ toutes les 2 semaines et à force, j'y comprends plus rien, je sais plus c'est qui. Apparemment, ils feraient un règlement uniquement pour ralentir Mercedes et Hamilton, et en même temps, ils adapteraient le règlement pour les aider à la gagner. J'y comprends rien. Et non merci, j'ai pas besoin de vos lumières à ce sujet, parce que je suis déjà ébloui par la logique du raisonnement. C'était un grand sujet de discussion dans le post-race show sur la chaîne Formule 1, Will Buxton qui a dû demander à tous les pilotes ce qui était dit concernant les limites de la piste au virage 4 pendant le briefing, et la réponse elle était globalement assez claire. Il leur a été dit qu'ils avaient le droit de prendre large dans le virage 4, ce qui est une aberration en soi, mais bon, ils avaient le droit, mais ils n'avaient pas le droit d'en gagner un avantage pour un dépassement. Alors je trouve ça absurde, je pense pas que je suis le seul, mais c'est pas compliqué à comprendre non plus. Donc avec ça en tête, il n'y a aucune raison de pénaliser Hamilton pour sa 29 excursions en piste, hors piste au virage numéro 4, pardon, et Maxou, lui, il n'avait pas le droit de faire cette excursion pour dépasser Lewis, sinon il avait le droit, tant qu'il doublait pas. Alors je sais qu'on en a déjà beaucoup parlé, et voilà, pour donner mon avis sans aucune importance, si la Formule 1 veut garder son image de sport de précision ultime, commencer à faire en sorte à ce que les Formule 1 restent sur le machin gris qui est entre les 2 lignes blanches, ça pourrait déjà aider. Et faut pas demander aux pilotes de faire un effort, parce que eux, leur but, c'est d'aller aussi vite que possible dans les limites du règlement. Donc si on leur donne le droit de sortir de la piste, ils vont le faire. Ils sont pas cons. C'est au règlement d'être plus sévère en réalité. Et puis en plus, ça nous permettrait d'éviter d'avoir ces discussions stériles sur un sujet qui semble pas trop compliqué à comprendre. Les voitures restent sur la piste et si elles sortent, elles peuvent être pénalisées. C'est simple. Et pour ce qui est de la course, pour en venir au vainqueur du jour, une belle course sans faute de Lewis, quoique si, là, on a fait une belle en fait de faute qui aurait pu lui coûter cher au virage 11 lorsqu'il est sorti large, mais il s'en est bien sorti, il a su se défendre dans les dernières boucles pour tirer avantage de la belle stratégie de l'équipe, et s'y miser sur un arrêt au stand anticipé face à Verstappen pour prendre la tête de course, c'est pas un type de stratégie tout à fait inédit en Formule 1, puisque c'est à peu près la majorité des stratégies depuis des années. On peut dire que diantre Red Bull m'a surpris en proposant une réponse intelligente à Mercedes, parce qu'ils se sont pas précipités pour arrêter Verstappen en réponse à Mercedes. C'est-à-dire qu'ils étaient actifs aussi dans leur stratégie, c'est pas Mercedes a agi, Red Bull a répondu, c'est Mercedes a agi et Red Bull a imposé sa stratégie ensuite, stratégie qui consistait de miser sur des arrêts plus tardifs pour profiter d'une meilleure performance en fin de course, pour reprendre la première place, et c'était à une absurdité réglementaire près de marcher, donc
en soi, la stratégie de Red Bull, elle était aussi bonne que Mercedes, et ça prouve que Red Bull a du répondant autant sur la piste que sur le muret des stands. Quelque chose qui a joué aussi à l'avantage de Mercedes, c'est Valtteri Bottas, qui était juste là pour menacer Red Bull d'utiliser une stratégie différente au besoin, et aussi qui pouvait ralentir Max sur la piste lors de la phase des arrêts au stand. Donc on peut dire une belle course de Bobo qui a encore subi un arrêt au stand difficile. Hein. Il a perdu hélas encore une fois trop de temps au départ, et il a aussi perdu du temps du coup à devoir se débarrasser de Leclerc qui l'avait doublé au premier tour et qui était sur des meilleures gommes qui partaient en soft. Mais sinon, Bottas a pu profiter de sa position solitaire pour piquer le point du meilleur tour à Max, ce qui pourrait être important en fin de saison, allez savoir. Maintenant, ce qui manquait à Red Bull, c'était son bobo de service pour venir perturber la lutte. Un problème récurrent maintenant depuis quelques années chez Red Bull, mais sincèrement, je vois difficilement ce qu'on peut reprocher à Perez ce week-end. Oui, il est resté bloqué en Q2, mais quand on voit les écarts du peloton, j'en veux plus à Red Bull de l'avoir envoyé en médium pour son second relais en Q2, sachant qu'il était sur la sellette. Après, c'était aussi de sa faute. Perez, son premier tour avait été annulé, parce qu'il était sorti de la piste, justement. Mais je me suis amusé à en rire, justement, en relevant que l'an dernier, Albon, qui était passé en Q2 à 7 dixièmes de Verstappen, était passé en Q3, et cette année, Checo est resté bloqué en Q2 en étant à 3 dixièmes du même Maxou. Bon, au final, ça n'aurait pas changé grand-chose, si ce n'est que si Perez était à 7 dixièmes, il serait parti probablement 14e au lieu de 11e. C'est très serré cette année. Mais voilà, ça aurait pas changé grand-chose, puisque dans tous les cas, il est parti de la pit lane suite à un problème moteur pendant le tour de chauffe. Il a avoué qu'il avait même failli rentrer à la maison, mais ça va, il a pu réussir à relancer la Red Bull. Et c'est encore trop tôt pour émettre un avis sur ce qu'il vaut dans cette voiture, mais on peut dire que avec la machine qu'il a, 5e, c'est un minimum, même en partant de la pit lane. Il a démontré qu'il avait confiance dans la voiture, qu'il pouvait gérer ses gommes avec une stratégie assez étrange à 3 arrêts, c'est-à-dire plus que n'importe qui presque tout le monde était en 2 arrêts. Et le tout en réussissant à aller embêter Bottas pendant quelques virages pour édouiller Max un petit peu. Donc voilà, espérons qu'il ait rapidement des week-ends plus propres pour voir s'il peut vraiment jouer un rôle dans la supposée lutte entre Red Bull et Mercedes. 4e et 7e pour les McLaren, c'est pas mal du tout. Norris a pu profiter des relances pour passer Gasly puis Leclerc et mener une course solide pour se protéger de la remontée de Perez en fin de course. Donc vraiment, c'est ce qu'il doit faire s'il veut s'imposer en interne, parce que après une bonne qualification, Ricciardo, lui, il a reconnu avoir souffert en course. Il a eu du mal à extraire le maximum de sa voiture, et il a dû se contenter de la 7e position. Mais dans l'ensemble, on peut être content pour les McLaren, tout comme pour les Ferrari, qui semblent s'être intégrés à cette lutte pour jouer le rôle de 3e force, bien que l'équipe semblait un peu en retrait malgré tout face aux McLaren. Je vois très peu de choses à dire sur Charles Leclerc. Pour moi, c'était aussi bon que ce qu'il pouvait faire, et ce à quoi il nous a habitués. Et Sainz, il va souffrir aussi d'un petit temps d'adaptation sur les longs relais dans sa nouvelle voiture. Il a aussi souffert d'un départ un petit peu brouillon, mais j'ai trouvé qu'il a montré quelques étincelles, et c'est vraiment positif pour l'ensemble de l'équipe. Un line-up qui semble solide, une voiture bien mieux que l'an dernier. On peut peut-être commencer à se réjouir du côté des rouges. Et au final, la déception de ce week-end, pour moi, elle vient de celle qu'on voyait invitée surprise dans la lutte, c'est les AlphaTauri. Après une belle 5e position en qualif, Gasly a accroché Ricciardo lors d'une relance, et sa course était finie à partir de là, puisqu'on l'a vu souffrir en fond de peloton, et il a dû remonter tout le retard qu'il a accumulé lors de ce changement d'aileron. Pour ce qui est de Tsunoda, en revanche, de son côté, il a eu une qualification un petit peu plus décevante, bloqué en Q2, certainement aussi parce que comme Perez, on a voulu à tout prix l'envoyer en pneu médium plutôt que d'essayer de passer en Q3 avec les pneus soft. Et il a aussi eu un départ assez brouillon qui l'a envoyé en fond de grille dans le premier tour, mais il a offert une belle remontée, une série de dépassements prouvant son aisance dans cette voiture qui semble plutôt enviable. Donc à suivre les AlphaTauri s'ils vont pouvoir confirmer la semaine prochaine. Imola, c'est un circuit qui leur a pas trop mal réussi l'année dernière, donc allez savoir. Ah non, c'est Imola la prochaine course. Je
Chez Aston Martin, je sens que l'équipe n'est pas vraiment dans cette lutte pour le haut du peloton, mais plus pour la 5-6e place constructeur. Lance Stroll, je trouve qu'il a offert un bon week-end avec une Q3 un petit peu désespérée et un point final pour lequel il a dû se battre en piste. Et je trouve que c'est une de ses plus solides prestations, même s'il a connu des meilleurs résultats, et que c'est la seconde fois consécutive aussi qu'il perd la 9e place dans le dernier tour. Mais après, peut-être que je sous-estime trop l'Aston Martin, mais c'est mon ressenti, j'ai l'impression qu'il a fait une très bonne course Stroll dans l'ensemble, et je m'appuie un petit peu dans mon ressenti sur la course de Vettel. Le pauvre petit Seb a été embêté par des drapeaux jaunes en Q1, et en plus il s'est pris 5 secondes de pénalité pour pas les avoir respectés. Il est donc parti dernier. L'équipe a tenté de lui bricoler une stratégie à un seul arrêt, qui n'a pas du tout fonctionné. Vettel n'a pas du tout aidé son cas non plus, avec la collision qu'il a causée avec Ocon. La saison commence vraiment mal pour lui, mais dans l'ensemble, en termes de rythme pur, il n'était pas à la ramasse, j'ai trouvé Vettel. C'était uniquement un gros concours de circonstances qui a fait que les qualifications s'étaient ratées. Et pour la course, sans cette bêtise avec Ocon, il était combatif, malgré une stratégie qui, comme je le disais, était très désavantageuse. Et une équipe qui est passée sous le radar, selon moi, c'est Alfa Romeo qui échoue à la porte des points. Raikkonen 11e et Giovinazzi 12e à 12 secondes de son équipier. On peut dire que l'équipe a fait un gros pas en avant par rapport à 2020, mais il faudra compter sur des circonstances pour qu'ils montent leur compteur. Je crains pour eux. Mais bon, on sait jamais, je compte aussi sur Giovinazzi pour continuer d'élever le niveau de jeu, parce qu'encore une fois, il fait une belle qualification, mais en course, Kimi était toujours un petit peu plus rapide. On l'a vu dès les premiers tours de roue, dès les premiers tours, et sur la fin de course, il l'a jamais vraiment rattrapé. Donc Tonio, c'est peut-être ta dernière chance, mon grand. On savait dès les essais privés que ça allait être une saison difficile pour Alpine. Malgré tout, Ocon et Alonso ont fait le spectacle, chacun à leur niveau sur la piste. Coincé en Q1 à cause d'un drapeau jaune, la course de Ocon allait s'avérer difficile, et cette 13e position est une limitation des dégâts, si on peut dire, même si ça rapporte 0 points, et je doute que même sans cet accrochage avec Vettel, il aurait pu aller chercher les Alfa Romeo. Il faut donc s'attendre à une lutte pour des points cette année, à moins que, comme pour l'année dernière, la voiture découvre une nouvelle forme, une super forme sur des tracés spécifiques. C'est un petit peu la particularité de la Renault l'an dernier. Certains week-ends, elle était très bonne, d'autres, elle était un peu nulle part. Peut-être qu'il y a toujours cette spécificité sur l'Alpine, allons savoir. Et pour ce qui est de Alonso, je sais pas si quiconque attendait quelque chose de moins de sa part, mais à titre personnel, il m'a ravi. Aussi bien par sa 9e place en qualification qu'avec sa course combative, course écourtée par un emballage de sandwich venu causer une surchauffe sur son arrière-train. Mais bon, ce qui a causé un abandon. Ça arrive, c'est déjà arrivé à Magnussen il y a 2 ans, je crois. Certains ont pu être nostalgiques de revoir une lutte composée de Alonso, Raikkonen et Vettel. C'est juste que moi, dans mes souvenirs, ils se battaient pas pour la 14e place, alors ça m'a pas fait pareil, quoi. Et on peut toujours compter sur George Russell pour faire une Q2 surprise, mais toujours dur d'espérer mieux que la 14e place au final en course. Même si je pense qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de mieux chez Williams, c'est encore trop loin de ce que l'équipe voudrait produire, mais il semble sur la bonne voie en tout cas. Et côté de Latifi, c'est pas encore ça, j'ai l'impression, mais pour sa défense, il a été victime d'une défaillance moteur dès le départ, ce qui a très certainement impacté sa course avant qu'il se décide d'abandonner à 5 tours de la fin. Donc maintenant, il nous reste que pour conclure. Foutue batterie. Et pour conclure, je pense que c'est tout juste une surprise de voir les As dernière force du peloton. Quoiqu'on s'imaginait peut-être pas que Mazepin et Schumacher allaient autant souffrir que cela, on peut malgré tout trouver les débuts de Mick Schumacher encourageants, et à part cette erreur en début de course, il a terminé un Grand Prix assez propre. Après maintenant, en terminant à 48 secondes de Vettel devant lui, il reste à voir combien de ces 48 secondes relèvent de son manque d'expérience et combien relèvent de la Haas.
Car si Schumacher a réussi à s'adapter à la voiture, Mazepin a connu un premier week-end cauchemardesque, enchaînant les têtes à queue et terminant sa course au 3e virage suite à une erreur. Je sais que c'est très drôle de se moquer de son degré de nullité, soit parce que c'est un pilote payant, soit parce que on sait pas que avoir de l'argent ça suffit pas à obtenir une super licence. Mais si on essaye de poser un regard plus sérieux sur les événements... Ouais, c'est moi qui dis ça, ouais. Si on essaye de poser un regard plus sérieux sur les événements, aussi bien Schumacher que Mazepin ont déjà accumulé des centaines de kilomètres en Formule 1, et j'ai pas vraiment souvenir qu'aucun des deux se soit mémorablement ridiculisé comme ce week-end. Avec cette nouvelle réglementation du train arrière, Haas a dû bâcler une voiture réglementaire pour cette saison, et ils se sont davantage préoccupés sur ce qui va arriver en 2022. Maintenant, à quel point un pilote expérimenté ferait la différence, sachant qu'il n'y aura pas plus de développement que ça dans la voiture, c'est dur de le dire, mais à ce niveau, pour être honnête, c'est dur de le dire. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Junior et Kikita, ils vont apprendre la F1 un petit peu à la dure, Peut-être que ça va les forger, les renforcer, parce que je rappelle qu'il fut un temps où les petits jeunes, ils apprenaient dans les pires voitures, donc c'est tout à fait faisable. Voilà, on m'a rappelé qu'occasionnellement promouvoir le serveur Discord pourrait être intéressant pour susciter plus d'interactions, et puis si jamais tu souhaites des avis pertinents et très sérieux sur ce qui se passe en Formule 1, ne viens surtout pas sur mes réseaux sociaux, parce que moi je suis un troll ambulant en fait. Je le dis parce que je crois que certains ils ont pas compris, donc voilà, désolé d'être comme ça, mais c'est juste que moi déjà que j'arrive pas à me prendre au sérieux devant un micro et une caméra, faut pas non plus me demander de m'y croire en écrivant des trucs sur Twitter et tout ça, donc voilà. Comme disait un philosophe, les réseaux sociaux pour moi c'est plus un hobby, j'ai pas besoin d'y aller si j'ai pas envie, donc voilà. Enfin, il disait un truc comme ça. Quoi qu'il en soit, je te prie de recevoir mes remerciements les plus cordiaux, avec un S à la fin, parce qu'il y en a plusieurs. Donc merci pour ton attention, ton écoute et tout ça. Bisous.